Bonjour à tous, merci d'être venus. Je m'appelle Sémilini, je vais vous faire une petite présentation de 50 minutes que j'ai intitulée Professeur Y fait revenir l'être aimé, fait gagner au loto UX designer, et j'ai rajouté un petit titre rigolo, sérieux discret. Euh, alors déjà, combien d'UX designers y a-t-il dans la salle? Il y a des UX designers? Ouais, ouais, il y en a pas mal quand même. Ouais. On va commencer par établir le fait que l'UX ne sert à rien. Voilà, comme ça, au moins, on aura établi les choses. Ça va être, on va pas perdre de temps. L'UX, ça sert à rien. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est plein de gens qui le disent. L'UX, ça sert à rien parce que Internet, c'est rempli de recommandations pour faire des bons produits. Étant donné qu'il y a plein de recommandations sur Internet, on voit vraiment pas pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'UX designer. Alors la preuve, c'est que vous voyez, il y a quand même des sociétés qui sont hautement recommandées et recommandables comme Apple, qui font des listes avec ce qu'il faut faire pour faire des belles applications et ce qu'il ne faut pas faire pour faire des applications moches. Et puis si on regarde sur Google et qu'on demande à Google, alors je ne sais pas si on lit, comment faire une bonne application, eh bien Google il nous dit qu'il y a 625 millions de personnes qui ont donné leur avis. Et quand même, si parmi ces 625 millions de personnes, vous ne trouvez pas une réponse, c'est vraiment que vous êtes des gros nuls à chercher sur Google. Donc vraiment, l'UX design, ça ne sert à rien. Je reviens juste en arrière. J'espère que vous avez aimé cette petite transition, parce que je l'ai découverte la semaine dernière, et du coup, je l'ai foutue absolument partout. Je préfère vous prévenir tout de suite. Donc tout ça pour dire, l'UX, ça ne sert à rien. Le premier point, c'est qu'il y a toutes les recommandations sur Internet. Le deuxième point, c'est qu'on est en 2016. En 2016, c'est le big data. Le futur, c'est la data, c'est la donnée. On a des tonnes de données sur les utilisateurs. Donc, il n'y a absolument aucune raison pour qu'on ne puisse pas faire des bons produits, étant donné qu'on sait aujourd'hui absolument tout sur eux. Alors, la preuve, c'est que Apple, qui a plein de données sur ses produits, ils vendent des téléphones, ils vendent des ordinateurs, ils vendent des tablettes, et bien, ils font des super produits. Voilà, comme iTunes. iTunes, tous les possesseurs de smartphones, d'iPhone, ils savent que ça, c'est quand même un bon produit qui a été conçu avec de la data client, avec de la donnée utilisateur, et du coup, ça fait quand même un bon produit. Il y a des gens qui sont contents d'iTunes ici dans la salle? Ah putain, il y en a un quand même, quoi. Je vends des services en UX, si ça vous intéresse. Il y a Google aussi qui a plein de données. Alors là, pour le coup, Google, absolument partout, ils collectent des données sur les smartphones Android, sur leur moteur de recherche. Et du coup, quand ils conçoivent un produit, ils se plantent jamais. D'ailleurs, c'est pour ça que Google Wave, tout le monde s'en souvient. Il y a des gens qui s'en souviennent? Ouais, donc il y en a 5. Et puis on pourrait parler de Google Plus aussi. Mais voilà, quand on a de la donnée, de la data sur le client, sur l'utilisateur, il n'y a aucun doute, on fait du bon produit. Donc vraiment, l'UX, ça ne sert à rien. Et le dernier exemple, c'est quand même ce très beau produit dont tout le monde se souvient. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que ce produit? Ça s'appelle Facebook Notification. C'est une appli qui est vraiment sortie, qui a vraiment été mise sur le market, que visiblement personne n'a téléchargé dans la salle. Mais bon, Facebook avait quand même de la data, donc preuve que quand on a des données, on fait des bons produits. Et quand vraiment on s'intéresse à la donnée et qu'on cherche à pousser du contenu, il n'y a qu'à voir les bannières publicitaires. Eux, ils ont de la donnée, ils capitalisent vachement là-dessus. Et en 2016, vraiment, il n'y a aucun doute, on a de la publicité qui est parfaitement ciblée, qui est toujours adaptée et qu'on est toujours hyper content de voir sur son site internet quand elle s'affiche. Et le dernier point, l'UX design, ça ne sert à rien. Parce qu'on n'a pas besoin de voir des utilisateurs, c'est Steve qui l'a dit. Et le plus glorieux de tous les Steve, le Steve Jobs, quoi. Il a dit, ce n'est pas le rôle du client de savoir ce qu'il veut. Ce n'est pas le rôle du client de savoir ce qu'il veut. Je ne vous le répète pas une troisième fois. C'est Steve qui l'a dit. Et avant lui, il y avait un autre monsieur très fameux, très famous, Henry Ford, celui qui a créé les voitures, qui avait dit « Si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils attendaient, ils m'auraient répondu un cheval plus rapide. » Bon, il n'a pas fait des chevaux plus rapides, il a fait des voitures. Donc preuve qu'il a eu raison de ne pas demander l'avis aux utilisateurs. L'UX, ça sert vraiment à rien. Bon, voilà, ça c'est établi. Mais, à supposer que l'UX serve à quelque chose, de toute façon, on ne sait pas ce que c'est. Donc quand bien même ça serait utile, ça serait quand même sympa de pouvoir le définir. Alors nous, tous les gens du métier, vous êtes tous confrontés à ça. Hein. Chaque fois qu'on essaie de définir l'UX, et puis on voit bien partout sur les internets qu'on nous parle de l'UX, alors on nous dit l'UX c'est ça.
Voilà. Ça, on le voit à peu près 200 fois par semaine sur LinkedIn. L'UX, c'est faire des chemins de terre, c'est se salir les chaussures. Super l'UX, génial, merci les gars. L'UX, c'est faire du ketchup. Voilà, super les gars, merci. Donc ça, c'était pas bien avant. Et après, on fait de l'UX et on fait des bouteilles qui sont en plastique. En plus, c'est pas écolo l'UX, génial. Bon, on se pose forcément la question de faire des métaphores qui parlent à tout le monde, et comme les gens sont un peu bêtes, on leur fait des métaphores à base de céréales, parce que la bouffe, au moins, ça parle à tout le monde. Donc voilà, ça c'est probablement le produit, et ça c'est l'UX, expérience utilisateur. Puis bon, visiblement, les métaphores à base de nourriture, c'est quand même des choses qui plaisent beaucoup. Alors bon, vous avez compris, pour l'instant, l'UX, ça ne se construit que par opposition au reste du monde, hein. Donc là, l'UX, c'est le concept, et l'UI, c'est le même concept, mais en couleur. Voilà. Donc ça, c'est quand même sympa. Il y a des gens qui se lancent à essayer de nous expliquer ce que c'est que l'UX, mais qui ne savent pas dessiner. Il y a un moment, on doit rester chacun dans notre créneau. Moi, je ne me lance pas à faire de la grande cuisine. Il y en a qui ne devraient peut-être pas se lancer à faire des dessins. La cuisine, toujours et encore, les produits, l'UI, l'UX. Et puis, progressivement, quand on arrive à la conclusion que quand on se construit uniquement par rapport aux produits, c'est pas suffisant. Alors on se dit, peut-être qu'il faudrait qu'on se construise par rapport aux compétences. Et donc on se dit, petite transition, et on se dit, du coup, plutôt que d'expliquer ce qu'on fait comme produit, on va expliquer ce qu'on a comme compétences. Et on va dire qu'on n'est pas des web designers, on est autre chose. Et donc, on va avoir plein de métaphores là-dessus aussi, où on va nous dire que y a ça aussi. L'UX designer, c'est Batman, l'UI designer, c'est Superman. Et puis on va avancer, et puis on va commencer à se poser la question des compétences. Alors au départ, on a des modèles qui sont un peu simples, où on voit qu'être UX designer, c'est maîtriser grosso modo 6-7 domaines de compétences, c'est cool. Et puis rapidement, on se dit qu'en fait, c'est pas suffisant, 6 ou 7 domaines de compétences, donc on fait des trucs comme ça. Là, je vous avais prévenu, hein, il va y en avoir partout. Et puis on va essayer d'aller de plus en plus loin par rapport à ça, en se rendant compte, oulala, c'est compliqué, il faut travailler avec les gens de l'informatique, il faut travailler avec les gens des facteurs humains et de l'ergonomie, on va faire des schémas comme ça. Et puis finalement, on va arriver à des schémas qui expliquent juste, nous par rapport à nous, le designer d'expérience, ce que c'est que les compétences. Voilà. Donc aujourd'hui, en 2016, on se rend bien compte que définir le métier de l'expérience utilisateur, c'est très 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 compliqué. Ça se fait pas dans l'absolu, ça se fait par rapport à un référentiel qu'on a du mal à partager, ça se fait en utilisant des métaphores qui sont pas toujours très adaptées. Bon, j'aurais pu vous en présenter 15 autres, et j'ai pas de doute que vous en avez plein d'autres en tête. Mais du coup, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de définir notre métier. Alors un petit mot me concernant pour vous expliquer un petit peu pourquoi je vous parle de tout ça. Je m'appelle Sémilini, là le jeune homme souriant sur la photo, c'est moi. Si. Je suis cofondateur d'Akiani, qui est une société de conseil en expérience utilisateur et en expertise humaine, dont je vais vous dire un petit mot tout de suite après. Donc on est basé à Bordeaux et à Lyon. Et avant ça, en fait, je suis docteur en ingénierie des facteurs humains. Alors du coup, ce que ça signifie, c'est que j'ai fait une thèse de doctorat. Alors je vais vous parler un tout petit peu de moi pour vous expliquer un petit peu. Une thèse de doctorat, ça se passe comme ça. Moi, avant ça, j'étais ingénieur et j'étais content, j'avais un joli chapeau carré. Et puis on se lance donc pendant 3 ans à faire des manips, à rédiger, à beaucoup rédiger, à faire des protocoles compliqués. Et moi, ma thèse, en fait, je l'avais faite en partenariat avec un industriel de l'aéronautique. Et le but, c'était de concevoir, centré sur le pilote, le cockpit de demain. Et donc du coup, ça a donné des choses comme ça. On avait utilisé des lunettes d'eye tracking, et puis on était en simulateur, et du coup, on concevait des nouveaux produits. Et alors là, on est dans un domaine où c'est quand même pas trop le grand public, donc des utilisateurs, on n'en voit pas beaucoup. Et en même temps, il y a des enjeux de sécurité qui sont hyper importants, donc il faut être capable de tirer la quintessence des utilisateurs qu'on voit quand ils viennent, quand ils ont la gentillesse de venir, ou qu'on a les sous pour les faire venir, ça c'est une autre possibilité. Et du coup, j'ai passé 3 ans à essayer de comprendre comment est-ce qu'on pouvait optimiser au maximum le temps passé avec des utilisateurs hyper experts pour concevoir des produits qui répondent le mieux possible à leurs attentes. Une démarche du X-Design, mais destinée à des produits qui sont beaucoup plus complexes et où les enjeux de sécurité sont plus importants.
Et en fait, pendant que j'étais en train de faire ma thèse, en fin de thèse, un matin, dans le laboratoire où je travaillais, il y a un industriel, un grand industriel, qui est venu nous voir. Les grands industriels, ils ont toujours des chapeaux et des monocles. On est encore en 1920. Et donc, il est venu voir le laboratoire en disant nous, on se pose une question par rapport à un produit qu'on est en train de développer, un produit qui est très important pour nous. On a une question à laquelle on n'arrive pas à répondre aujourd'hui avec les moyens dont on dispose, avec les ingénieurs très compétents qu'on a dans l'équipe. Et du coup, on pense que peut-être que des chercheurs pourraient nous aider à répondre à la question. Est-ce que vous pouvez nous aider ? Et alors le chercheur, toujours avec sa petite éprouvette bien sûr, le chercheur a répondu oui bien sûr, nous c'est notre métier de faire de la recherche, donc on peut vous aider, on va vous aider. Et vous allez voir, ça va être très simple. Alors laissez-moi tout de suite appeler le service administratif. Dans 6 mois maxi, je peux vous promettre qu'on peut lancer la mission. Et puis à partir de là, bon, moi je comprends votre problème, je pense que on peut se faire une petite thèse. Et du coup, on répondra pas à votre problème, on répondra à 10 fois plus dans 3 ans. Mais vous allez voir, dans 3 ans, vous allez être super satisfait. Et du coup, l'industriel, il a regardé le chercheur, et puis il nous a regardé nous, il nous a dit « Mais moi, j'ai pas besoin d'une réponse pour dans 3 ans et 6 mois, j'ai besoin d'une réponse pour dans 3 mois. » Et il est reparti. Et du coup, nous, à ce moment-là, on s'est dit c'est quand même trop bête. C'est possible de faire de la recherche, c'est possible de faire de la science sans pour autant se lancer dans des thèses très longues, sans pour autant se lancer dans des démarches qui sont extrêmement fastidieuses. Et du coup, on a créé la société Akiani. Donc ça, c'était en 2013. Depuis 2013, la société s'est bien développée. On est basé maintenant à Bordeaux, Lyon et Paris. On est 11 et voilà. Notre cœur de métier, c'est l'expérience utilisateur, où on va faire du web, des objets connectés, de la mobilité, enfin toutes ces choses-là très classiques que vous connaissez parfaitement. Et puis on a un domaine qui est un peu plus vaste, où on va faire des facteurs organisationnels et humains pour l'industrie à risque, donc plus proche de mon métier d'origine. On va travailler en particulier avec l'aéronautique, l'aérospatiale, la défense, toutes ces choses-là. Bref, phase d'autopromo terminée. Au lancement de la structure, nous, l'enjeu, c'était proposer une offre qui soit 50% de conseils et 50% de recherche. Alors recherche avec des gros guillemets, mais l'enjeu c'était bien d'essayer d'opérationnaliser des choses qui provenaient du milieu de la recherche académique, les dernières découvertes en matière d'outils, en matière de méthodes, en matière de toutes ces choses-là, et de les proposer à nos clients. Et puis vraiment de mettre ça en avant comme une plus-value majeure, c'est-à-dire bien faire la distinction avec des approches qui sont plus créatives. Là, c'était vraiment des approches qui se voulaient scientifiques à la base. Et alors du coup, l'une des toutes premières réunions, donc on arrive à décrocher des contrats et on travaille en particulier avec un grand client du domaine bancaire. Et l'une des toutes premières réunions, d'ailleurs le kick-off meeting, on arrive, on fait un tour de table, tout le monde, mon associé se présente, je me présente et je me présente en disant bonjour, je m'appelle Sémi, je suis docteur en ingénierie des facteurs humains. Et au moment où j'explique ça, dans ma tête, je me dis je leur dis qu'on est très experts dans notre domaine, qu'on ne va pas leur vendre des saucisses, qu'ils vont avoir un boulot qui est carré et que voilà, ça fait un peu la différence avec d'autres offres. Mais en fait, ce que je ne sais pas, c'est qu'en prononçant le mot magique, ou le mot maudit docteur, dans la tête des gens, ce qu'ils voient, c'est ça, quoi. C'est des mecs avec des toges qui se la pètent en faisant de la science. Et voilà, il n'y a que ça, ça déclenche que ça dans leur tête. Alors je fais une parenthèse, mais depuis, je me suis rendu compte que chaque fois que je prononce le mot docteur, ça provoque le même effet derrière, quoi. C'est-à-dire les gens s'arrêtent de parler. Putain, mais il se la pète, lui. Et du coup, derrière ça, il y avait un mec avec qui on allait bosser et qui me dit ouais, ok, salut, moi c'est Jean-Luc et je suis que chef de projet. Voilà. En faisant à peu près cette tête. Donc, franchement, t'es peut-être docteur, moi je suis que chef de projet, excuse-moi, quoi. Donc on se rend bien compte que la communication elle va être très compliquée à ce moment-là, que ça va pas du tout être aussi simple que ce qu'on pensait, que être docteur c'est peut-être pas une plus-value, ou c'est peut-être pas aussi simple que ça. Et du coup, on se confronte au monde de la vie réelle, et voilà. On mène de la prospection et on arrive à se poser la question, ils en pensent quoi les clients? Et en gros, les retours c'est
bah, la science c'est trop long. La preuve, c'est que vous n'avez pas été foutu de faire une thèse en moins de 3 ans, donc c'est bien que ça prend du temps de faire de la science, sinon vous l'auriez fait en 15 jours, comme tout le monde. Étant donné que c'est trop long, bah, c'est forcément trop cher. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et puis, le dernier point, c'est que la science, ça va beaucoup trop dans les détails. Nous, ce dont on a besoin, c'est d'une question rapide et précise par rapport à notre problématique. Et une fois qu'on aura répondu à cette question, hop là. Si ça ne vous ennuie pas, je vais juste éviter de faire tomber mon Mac. Et donc voilà, nous, on n'a pas besoin d'aller aussi loin dans les détails par rapport à notre problématique. On a juste besoin de répondre à une question précise, point. Voilà. Et c'est vrai que fondamentalement, quand on y réfléchit, bah, la science, c'est pas si simple que ça. Si on regarde par exemple, reprenons ce que c'est qu'une méthode expérimentale dans le détail. La méthode expérimentale, dans son ensemble, ça ressemble à ça. Alors on va essayer de dérouler tout ce schéma très compliqué et moche, hein, évidemment. Alors ça commence tout en haut. Elle est géniale cette transition, vous n'allez pas me dire le contraire, franchement. Ça commence par, d'une part, des observations et le fait qu'il existe déjà un corpus théorique. La science, c'est pyramidal, on construit la connaissance sur la base de connaissances qui est déjà existante. Alors on va prendre un cas pratique. On va se dire, bah, par exemple, on a je sais pas, un site internet sur lequel on observe que le taux de rebond est trop élevé. Et on observe aussi, ça c'est factuel, qu'il y a beaucoup trop de catégories de contenu. Alors beaucoup trop peut-être pas, mais il y a beaucoup de catégories de contenu. Voilà. Ça c'est factuel, ce sont les observations à partir desquelles on part. Si on va voir le corpus théorique, donc la science, au sens très large, on a par exemple une loi qui s'appelle la loi de Hick. Je ne sais pas si vous êtes sensible avec cette loi. Elle dit que plus on soumet des utilisateurs, des gens, à des choix, à un nombre de choix importants, et plus ils vont mettre de temps à prendre une décision. En gros, si vous vous rendez bien compte quand vous allez au restaurant, quand vous allez chez Buffalo Grill avec les 72 choix de steak, ou quand vous allez dans le petit bistrot du quartier avec son menu avec 2 choix, ben vous allez forcément beaucoup plus vite à faire le choix quand il y a moins de possibilités. Donc du coup, ça c'est le corpus théorique, la loi de Hick. Donc du coup, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On établit une hypothèse théorique. L'hypothèse théorique, c'est qu'une information mal hiérarchisée fait que les utilisateurs ne trouvent pas l'information recherchée. Et on transforme ça en une hypothèse opérationnelle, qui est qu'une fois qu'on va la hiérarchiser, on va réorganiser l'information, et bien les utilisateurs vont mieux s'y retrouver, et donc on va diminuer le taux de rebond. Donc on sera très content. Voilà, ça on a posé la base. Une fois qu'on a posé cette base-là, il faut qu'on réfléchisse à comment est-ce qu'on va faire pour tester cette hypothèse, parce que la science, c'est tester des hypothèses. On est sur du raisonnement hypothético-déductif, et donc ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment vérifier que notre hypothèse fonctionne dans le monde réel. Et donc, on va commencer par poser ce qu'on appelle les variables indépendantes. Alors les variables indépendantes, c'est ce qu'on va manipuler pour essayer de voir si ça provoque des changements sur le monde, sur nos utilisateurs. Alors les variables indépendantes, c'est l'organisation de l'information. On avait une organisation qui était un peu en bins, qui était pas terrible. Là, on va la réorganiser avec des méthodes qui sont carrées, et on va avoir une organisation de l'information qui est plus propre, plus carrée. On va avoir ensuite ce qu'on appelle les variables dépendantes. Les variables dépendantes, c'est je fais varier une variable indépendante, je mesure le changement sur mes utilisateurs. Et là, par exemple, ça va être le taux de rebond, puisque c'est la première métrique à laquelle on s'est intéressé. Ça peut être plein d'autres choses, ça peut être le nombre de clics, ça peut être plein de choses. Une fois qu'on a établi ça, on va se poser la question de comment est-ce qu'on va mesurer ça, parce que c'est intéressant de chercher à faire varier et de mesurer des choses, mais comment est-ce qu'on va le faire? Et là, on va être sur ce qu'on appelle du test utilisateur de base, c'est-à-dire qu'on va juste modifier la variable indépendante, changer l'organisation du site, et puis on va juste mesurer si la performance est meilleure ou pas. Derrière ça, une fois qu'on a préparé toutes ces choses-là, qu'on a notre paradigme expérimental, c'est-à-dire la façon qu'on a de réfléchir le problème et de le tester, on va mettre en place ce qu'on appelle le plan d'expérience. Et le plan d'expérience, c'est vraiment concrètement comment est-ce qu'on teste les choses. Et alors là, on voit qu'on a 2 variables, on a l'ancienne organisation et on a la nouvelle. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on teste les deux, et étant donné qu'on souhaite les comparer, on va tester l'une après l'autre. Si on teste systématiquement l'ancienne puis la nouvelle, on va avoir ce qu'on appelle des biais, des effets d'ordre, c'est-à-dire que la nouvelle version, comme elle apparaît systématiquement dans un deuxième temps, les gens vont la trouver plus sympa. Et puis en plus, ils se seront habitués au contenu, donc ils seront forcément plus efficaces. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contrebalancer. On va avoir 50% des gens qui vont commencer par l'ancienne version du site, puis qui vont passer sur la nouvelle, et 50% des gens qui vont faire l'inverse. Ils vont commencer par la nouvelle et ils vont finir par l'ancienne. Comme ça, on n'a pas d'effet d'ordre, on n'a pas d'effet d'apprentissage. Et puis ensuite, on va choisir les sujets.
Alors il faut qu'il soit représentatif de la population cible. Et puis comme on veut faire des statistiques qui sont propres là-dessus, il faut grosso modo une trentaine de sujets par groupe. Et puis surtout, ce qui est hyper important, c'est qu'il faut qu'il respecte ce qu'on appelle la loi normale sur les caractéristiques segmentantes. C'est que vous savez, la population, elle suit une courbe statistique qui ressemble à une cloche. Sur chacune des caractéristiques segmentantes, il faut que ça ressemble à une cloche. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup d'experts et très peu de novices sur la population, par exemple, ce genre de choses. Donc il faut vraiment qu'on vérifie ça. Et on a des tests statistiques qui nous permettent de vérifier que sur chacune des caractéristiques qui nous intéressent sur notre population, on respecte la loi normale. Et une fois qu'on a fait tout ça, on va enfin pouvoir dérouler l'expérience. Et donc là, on va faire très attention à bien contrôler les conditions environnementales, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de bruit autour, parce que sinon ça va gêner l'utilisateur, ça peut l'amener à prendre de mauvaises décisions. On va mesurer des choses qui ne sont pas propres au changement de design, et puis c'est surtout pas ce qu'on veut. Nous, on veut s'assurer que c'est uniquement le changement de design qu'on mesure. On va s'assurer que la luminosité ne change pas. On va vraiment faire le maximum pour contrôler les conditions environnementales. Et puis une fois qu'on a fait tout ça et qu'on a collecté toutes les données, on va pouvoir les traiter. Et là, on va mettre en place des tests paramétriques, c'est-à-dire qu'on ne va pas simplement se contenter de comparer des moyennes, on va essayer de faire de l'inférence sur les données, c'est-à-dire essayer de généraliser à partir du petit échantillon qu'on a sur la base de méthodes probabilistes, des choses qui sont un peu compliquées. Et donc voilà, une fois qu'on a fait tout ça, on va enfin pouvoir confronter les résultats avec les hypothèses. Et là, la réponse typique que moi j'ai déjà dit plein de fois, c'est les résultats disent que dans le cas nouvelle organisation de l'information, on va observer le taux de rebond est diminué. Voilà. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les données. Voilà. Et donc à ce moment-là, on a fini notre méthode expérimentale, qui n'est pas si compliquée finalement. Puis ça va vite. Voilà. Et donc on retourne voir notre client avec tout ça, et notre client, la première chose qu'il nous dit, on travaille avec des clients un peu prestige de temps en temps, et non c'est pas vrai, c'est pas lui. La première chose qu'ils nous disent les clients, c'est ok, les résultats disent que, mais vous dites quoi? Et d'un point de vue scientifique, moi je peux rien dire en fait, je peux simplement dire les résultats disent que, ils vont dans telle direction ou dans telle autre, mais moi je n'ai pas à me prononcer sur ce que ça veut dire. Je peux essayer d'expliquer les choses a posteriori, mais je ne peux certainement pas faire plus que ça. Et ensuite, du coup, ce à quoi ça mène tragiquement, c'est ok, bon, ça fait bien des mots compliqués pour nous dire que l'ancien design était pourri. Voilà. On en arrive là. Pas très satisfaisant. Tout ça pour dire qu'on est dans une démarche qui relève un peu de la création, du créatif, un peu de la rationalité aussi, parce qu'on essaie de mettre en place une démarche qui est scientifique. Voilà, c'est la distinction qui est très classique, et qui est d'ailleurs partiellement fausse, entre les deux cerveaux. Un cerveau qui serait purement créatif et un cerveau qui serait purement rationnel. Et finalement, nous, on est arrivé à se poser la question, est-ce que ces deux hémisphères ne sont pas définitivement scindés, séparés, et finalement, peut-être que ça ne serait pas possible d'essayer de mélanger les deux. Là, on est à la moitié de la présentation. Hop, je vais boire un petit coup d'eau. N'hésitez pas à boire vous aussi, hein, c'est très important de s'hydrater. Le petit bruit de la bouteille. Ok, donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait, il y a peut-être moyen de réfléchir les choses autrement. Et la première chose qu'on s'est dite, c'est l'UX design en général, c'est pas un art. C'est tout sauf un art. Ce sont des méthodes, ce sont des outils, ce sont des process qu'on peut mettre en place. Il y a quelque chose qui relève peut-être de la créativité, mais pour un développeur, c'est la même chose. Quand il réalise un algorithme, il met sa patte à lui, sa patte personnelle. C'est quelque chose qui relève tout autant de la créativité. Alors certes, c'est pas de la créativité visuelle, mais pour autant, personne ne penserait ici, enfin peut-être que si, je ne sais pas, que le développement et la programmation, c'est un art. L'UX design, c'est pas un art du tout. Et de la même façon, la science n'est pas la recherche. Quand on parle de science, ça ne veut pas forcément dire qu'on met en place des protocoles de recherche qui sont très, très longs, très coûteux, très difficiles, très précis. Quand on parle de science, on parle du fait qu'il existe des choses qui ont déjà été validées plein de fois. Et donc si on trace un axe entre ce qui serait d'une part le domaine de l'art, de l'illimité dans la pensée, il n'y a pas de limite, on peut tout essayer, tout imaginer, et d'autre part la science qui serait à l'inverse complètement déterministe et où on souhaiterait pouvoir répéter les choses, les mesurer de manière systématique, on peut peut-être envisager une voie alternative qui est au milieu des deux, qui serait celle de l'UX ou de d'autres domaines, mais que l'UX pourrait emprunter, et qui serait une approche qui serait simplement fondée sur les faits, qui ne perdrait pas sa patte créative
mais qui irait quand même chercher des informations dans le domaine de la science. Ça serait voilà, une approche fondée sur les faits et un peu de prudence élémentaire, qui est la prudence qu'apporte une approche scientifique. Alors du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on parcourt ensemble ce qu'on pourrait aller chercher dans le domaine scientifique, qui serait à la fois pragmatique, utile, utilisable, bref, qui permettrait d'avoir une valeur ajoutée par rapport à un service aujourd'hui qui, parfois, de temps en temps, est un peu trop fourni au doigt mouillé. Alors pour commencer, il y a quelques notions qui sont fondamentales à connaître, qui proviennent de la science, qui proviennent du domaine de la recherche. Alors ça sert pour l'UX, ça sert aussi pour briller en société. Bon, moi j'ai rajouté cette slide surtout pour briller en société. Par exemple, quand on a ce type de retour-là, alors ça c'est le designer ou le développeur qui est en train de regarder son utilisateur et qui se dit mais pourquoi est-ce qu'il ne voit pas l'information alors qu'elle est dans le menu? Pourquoi est-ce qu'il ne clique pas sur le bouton? Le bouton est devant lui. Pourquoi est-ce qu'il a noté notre application 2 sur 5 alors que tout s'est bien passé? Et puis ce retour extrêmement habituel, moi je pense à ma mère à ce moment-là, ce site, j'y comprends vraiment rien. Et bien, quand on a un peu de recul sur le métier, sur la psychologie cognitive des utilisateurs, ce qu'on voit, c'est que si on comprend le domaine de l'attention visuelle, si on sait comment est-ce que les utilisateurs perçoivent l'information, l'organisent, se font une représentation de cette information, ben à ce moment-là, on est capable d'expliquer pourquoi est-ce que, malgré le fait que l'information est dans le menu, l'utilisateur ne la voit pas. Si on comprend le fait qu'un utilisateur est expert dans son domaine et qu'en fonction de son expertise, ben, il va être capable de se projeter et d'avoir des représentations qui vont l'aider à comprendre le service, et bien à ce moment-là, on est capable d'expliquer pourquoi l'utilisateur nous dit « ce site, j'y comprends vraiment rien ». C'est qu'on parle à un niveau d'expertise qui est trop important pour lui. Si on a des notions autour des idées d'affordance et de signifiance, très joli mot à sortir en société, affordance, moi j'hésite jamais. L'affordance, c'est le fait qu'un objet suggère son propre usage, sa propre utilisation. Un bouton qui ressemble à un bouton, on a envie de cliquer dessus. Un bouton en flat design, ben beaucoup moins pour le coup. Et bien du coup, on comprend mieux pourquoi est-ce que l'utilisateur ne clique pas sur le bouton. Peut-être parce que ça ressemble tout simplement pas à un bouton. Et enfin, si on a des notions sur l'émotion, la psychologie de l'UX et la psychologie cognitive des émotions, ben on comprend que l'utilisateur, ce qui est important pour lui, c'est le premier contact avec votre service, c'est le dernier contact avec votre service, qu'entre les deux, il a une mémoire qui est extrêmement fluctuante et de manière générale un peu pourrie, comme ça c'est dit, et du coup, il suffit qu'il reste sur un sentiment négatif à la fin de son expérience pour vous mettre une note pourrie, alors que tout le reste s'est peut-être très bien passé. D'autre part, on peut aller chercher dans la littérature scientifique de quoi mettre en place une démarche qui sera simplifiée. Alors simplifiée, mais pas simpliste non plus. On n'est pas ni des marchands de tapis, ni des marchands de saucisses. Ce sont de très belles professions au demeurant. Mais là, ce n'est pas le but de la démarche. Et donc, plutôt que de partir de ce schéma qui, vous en conviendrez, est un peu académique et un peu lourd à mettre en œuvre, on peut peut-être simplifier les choses et revenir à quelque chose qui serait en 3 étapes, en commençant par le fait de se poser les bonnes questions, le fait de collecter correctement les données, et enfin de savoir analyser les données comme il faut. Alors savoir se poser les bonnes questions, ça signifie savoir poser une hypothèse, et savoir poser une hypothèse au sens scientifique du terme. Et une hypothèse au sens scientifique du terme, elle doit être testable, ça veut dire qu'on doit pouvoir manipuler les conditions expérimentales et mesurer le fait qu'il se passe quelque chose. Elle doit être synthétique, c'est-à-dire que une réponse de Normand qui dirait bah, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, c'est pas une hypothèse. Donc il faut que la réponse à cette question soit booléenne, soit c'est vrai, soit c'est faux, point. Il faut qu'elle soit falsifiable, il faut qu'on ait la possibilité de mettre en œuvre des moyens pour éventuellement démontrer que l'hypothèse est fausse. C'est pour ça que la religion n'est pas une science. On ne peut pas démontrer que Dieu existe au même titre qu'on ne peut pas démontrer qu'il n'existe pas. Donc ça n'est pas une hypothèse scientifique, ça n'est pas falsifiable, c'est pas une hypothèse. Et enfin, il faut qu'elle soit utile tant qu'à faire, que l'hypothèse permette de répondre à un problème réel. Ça, ce sont 4 critères qui sont en fait hyper souvent pas respectés. Quand on se pose la question, est-ce que les digital natives vont utiliser mon application ? Ben moi, je n'ai pas la possibilité de vérifier les quatre éléments. C'est que peut-être que c'est testable, à condition qu'on sache déterminer ce que sont les digital natives. Peut-être que c'est synthétique, oui ou non. Peut-être que c'est falsifiable, j'en sais rien. Si on n'est pas capable de déterminer quelle est la population, on ne peut pas y répondre. Savoir si c'est utile, ça, c'est un autre problème, pour le coup. Donc du coup, ce qui suit derrière, c'est qu'il faut impérativement pouvoir utiliser des moyens
de collecter des données et d'avoir des données qui sont valides. Et en fait, dans la littérature scientifique, des questionnaires validés, il y en a plein. Il y en a plein pour le coup. Parce qu'au départ, on se dit qu'aller chercher les questionnaires dans la littérature, c'est quelque chose qui est long et fastidieux, mais la vraie difficulté, c'est de faire de bons questionnaires, où vos utilisateurs vont vous donner des informations qui vont vous être utiles, qui vont vous être utilisables. Alors, il y a 2 questionnaires qui aujourd'hui sont très majoritairement utilisés dans la littérature. C'est ce qu'on appelle la System Usability Scale, qui a été traduite en français il y a quelques années, vous avez la référence en bas, qui est un questionnaire en 10 questions qui a été validé par la littérature et où vos utilisateurs en 10 questions vous donnent une évaluation un peu globale de leur ressenti par rapport à l'utilisabilité du système. Est-ce que le système est utilisable pour eux ou non? Là où on dit que le questionnaire a été validé, c'est évidemment qu'il a été utilisé de nombreuses fois et qu'il a été testé. Mais la raison pour laquelle c'est quelque chose qui est difficile à faire, c'est que par exemple, les questions sont posées 1 fois sur 2 de manière négative. Ce qui signifie que si vous avez un utilisateur qui est complètement saoulé par vos questions et qui décide de mettre 1 partout, sa moyenne, elle est annulée automatiquement, puisqu'il faut lire une note sur 2 en négatif. Les questions ont été réfléchies aussi pour que la sémantique de chaque mot ait été pesée et qu'on mesure bien ce qu'on souhaite mesurer. Bref, le fait que ça ait été validé, ça a une vraie valeur, et ça a forcément une valeur qui est plus importante que si on fait ça sur un coin de table à la fin d'un repas. Le deuxième questionnaire qui est énormément utilisé, c'est le questionnaire attractif, qui est de plus en plus utilisé aujourd'hui dans le domaine de l'expérience utilisateur pour mesurer ce qu'on appelle les dimensions pragmatiques et les dimensions hédoniques des produits. Alors ceux qui étaient à Blend l'an dernier se souviennent sans doute de Karine Lallemand qui en avait parlé un petit peu, mais l'idée générale, ça va être sur ce qu'on appelle des échelles de Likert, c'est-à-dire présentant 2 caractéristiques opposées, les utilisateurs vont se positionner entre les deux et ça va nous permettre d'évaluer si les utilisateurs trouvent que le produit est utile et s'il est utilisable, d'une part, et d'autre part, si le produit leur procure de la satisfaction, du plaisir à l'usage, s'ils vont avoir envie d'y retourner, si leur expérience utilisateur est agréable en fait. Et donc, comme je vous le disais, ça, c'est des choses qui ont été validées par la littérature. Par exemple, pour la System Usability Scale, ça a été cité pas loin de 4000 fois. Donc ça veut dire qu'il y a 4000 articles scientifiques qui ont été validés par la communauté, qui utilisent ce questionnaire, ce qui en donne sa validité aussi. En considérant que 4000 fois, c'est uniquement les gens qui ont publié et qui ont été acceptés. Le point suivant, c'est que l'homme est complexe. Bon, la femme aussi, on n'est pas sexiste là-dessus. Et donc ce qui est important, si on veut chercher à comprendre ce qui se passe dans la tête d'un utilisateur au moment où il utilise un système, il faut multiplier les angles d'attaque. Il faut croiser les mesures autant que possible. Alors typiquement, ce que ça peut signifier, c'est de croiser 3 types de mesures. Une mesure de performance, on avait parlé du taux de rebond, ça c'est une mesure qu'on récupère facilement, ça peut être le nombre de clics, on va revenir dessus. Donc une mesure de performance en tant que telle. Des mesures subjectives, comme j'ai pu vous les présenter à l'instant, avec des questionnaires validés par la littérature. Et enfin, des mesures qui vont être dites plus objectives, c'est-à-dire que la mesure de performance, ce que ça nous dit, c'est que la tâche a été réalisée ou pas. C'est la data de Apple, Facebook ou Google au moment où ils essayent de construire leur système. C'est de la donnée brute. On peut lui donner du contexte éventuellement, mais c'est de la donnée brute. La mesure subjective, c'est le questionnaire. Ça vient avec toute la subjectivité de l'utilisateur. C'est-à-dire que si on lui pose la question le matin à 8h après son café ou le soir à 17h après s'être engueulé avec ses collègues, il ne répondra pas de la même façon, c'est absolument certain. Du coup, il y a un troisième axe, une troisième voie qui peut être intéressante à explorer, c'est aller explorer ce qui se passe dans sa tête avec des capteurs et des méthodes statistiques qui nous permettraient d'aller plus loin. Alors pour commencer, les mesures de performance. Quelques indicateurs simples qu'on utilise le plus régulièrement, c'est le nombre d'erreurs, c'est le nombre de clics, le temps de réalisation à la tâche, c'est la réussite du scénario. Paradoxalement, c'est ce qui semble le plus simple et c'est en même temps ce qui est le plus compliqué. Parce que c'est pas parce qu'on fait beaucoup de clics qu'on crée beaucoup de frustration. C'est pas parce qu'on fait beaucoup de clics qu'on crée une mauvaise performance.
Le nombre de clics, c'est forcément une métrique qui est contextualisée par l'applicatif que vous proposez, par la fonctionnalité que vous proposez, par le service dans son ensemble. Le nombre d'erreurs, c'est pareil. C'est pas parce que l'utilisateur fait beaucoup d'allers-retours que nécessairement son expérience va être négative. Il y a des cadres où vous souhaitez au contraire qu'il fasse des allers-retours pour avoir la possibilité d'explorer. Typiquement, en fonction du domaine, si on pense au domaine du jeu vidéo, on va faire exprès de dégrader les métriques de performance pour créer un sentiment de frustration, pour augmenter la gratification dans des démarches de gamification. Ça peut avoir un intérêt de mettre en place ce type de démarche. Le temps de réalisation de la tâche, ça aussi, ça doit être rapporté au service lui-même. Quelle est la plus-value du service et pourquoi est-ce qu'il devient plus ou moins long? La réussite du scénario, là, pour le coup, c'est absolument incontestable. Ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, la mesure de performance, c'est ce qui est probablement de plus difficile à déterminer pour avoir un indicateur qui soit fin. Et c'est la raison pour laquelle on a beau collecter énormément de données. Aujourd'hui, on n'arrive pas à en tirer des choses qui soient, en s'en tenant strictement aux données, on n'arrive pas à en tirer des choses qui soient fondamentalement utilisables. Les mesures subjectives, on a parlé des questionnaires normalisés, mais après, il va y avoir toutes les méthodes d'entretien, où là encore, on va trouver plein d'informations dans la littérature scientifique pour nous expliquer comment est-ce qu'on mène un entretien qui va être guidé, qui va permettre de guider l'utilisateur, le sujet, le client, vers les éléments qui nous intéressent pour concevoir un produit qui sera plus utile et plus utilisable, et en même temps, lui laisser part à sa créativité et à son envie de se laisser aller et de proposer des choses. On va pouvoir mettre en place des méthodes pour accéder à son expertise, ce qu'on appelle par exemple des entretiens d'explicitation qui vont permettre de le replonger dans le contexte dans lequel il utilise le service ou le produit que vous lui proposez et qui lui permettent de vous donner accès à son expertise. Il va y avoir toutes les méthodes d'observation où on va aller voir les utilisateurs sur le terrain, les voir utiliser en environnement réel et constater que entre ce que les gens vous racontent dans une salle où il fait chaud et le contexte réel, la différence est très importante. On avait par exemple constaté l'an dernier dans le cadre d'une mission qu'on avait réalisée pour le compte de la Compagnie des Alpes dans les stations de ski de la Plagne et des Arcs, que les utilisateurs nous disaient que les téléphones portables, ils ne les utilisaient jamais parce que bon, les vacances au ski, c'est quand même une parenthèse. On ne va certainement pas utiliser les téléphones sur les pistes. N'empêche que si vous allez sur les pistes, vous le voyez bien, les utilisateurs ont tous le nez dans le téléphone. Et nous, c'est quelque chose qu'on avait constaté aussi. Le service qu'on leur proposait, où ils nous disaient a priori c'est quelque chose qui ne leur servirait pas à grand-chose parce qu'ils voulaient une parenthèse justement, bah dans les faits, ils l'utilisaient. Donc d'où l'intérêt d'aller voir sur le terrain, en contexte réel, avec les contraintes réelles. Quand on est sur les pistes de ski, il ne fait pas la même température que quand on est dans une salle de focus group. Donc voilà, allez voir les utilisateurs avec la subjectivité qu'il y a, mais pour aller collecter de la donnée qui sera utilisable. Et enfin, il y a tout ce qui est mesure objective, où il y a deux choses aujourd'hui que nous, on essaie d'explorer de plus en plus et qui, pour nous, constituent probablement des axes intéressants d'objectivation de la démarche UX. Et donc, pour simplifier et mieux comprendre le métier et que ça soit plus expert, c'est ce qu'on appelle les mesures psychophysiologiques et toutes les démarches qui permettent de passer du qualitatif subjectif au quantitatif. Alors, l'approche psychophysiologique, c'est le fait d'utiliser des capteurs physiologiques, typiquement des électrocardiogrammes, des électroencéphalogrammes, des systèmes d'eye tracking, d'oculométrie, des systèmes qui mesurent la sudation, donc le niveau de sueur. Toutes ces choses-là pour essayer d'induire, d'inférer sur l'état mental de l'utilisateur. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que par exemple, avec des systèmes d'électrocardiogramme, le rythme cardiaque, on sait bien qu'il augmente quand on fait un effort, et quand on fait un effort mental, il augmente aussi. Et on sait aussi qu'aujourd'hui, le cœur bat de plus en plus régulièrement à mesure qu'on fait un effort mental. Donc on est capable de mesurer l'investissement mental dans la tâche qu'est en train de réaliser un utilisateur en le mesurant. Par contre, c'est une démarche qui est scientifique. Ce sont des données qui sont très compliquées à mesurer. Ce sont des données médicales, donc ça ne se fait pas n'importe comment. Et avec des systèmes d'eye tracking, aujourd'hui, on est capable de mesurer l'attention visuelle, ce qui est une information intéressante parce qu'on peut à la fois savoir ce qui a été vu et ce qui a été raté, et en même temps, on est capable aussi d'analyser des choses qui relèvent du diamètre pupillaire et qui est une information qui est aussi directement liée à l'idée d'effort mental des utilisateurs. On peut aussi mettre en place des méthodes de passage, d'analyse quantitative du discours. C'est-à-dire qu'on mène des entretiens avec des utilisateurs, ils nous racontent plein de choses, et on va pouvoir mettre en place ce qu'on appelle des analyses cognitivo-discursives, c'est-à-dire des méthodes qui sont très pointues, qui vont permettre de décomposer le discours de l'utilisateur d'abord en chaîne de caractères, puis en mots, puis en propositions, puis en catégories, puis à la fin,
mené une analyse statistique sur les groupements sémantiques qui ont été utilisés par les utilisateurs pour essayer d'exprimer si globalement, statistiquement, on constate que ce qui a été prononcé par l'utilisateur, c'est plutôt positif ou plutôt négatif, et quelles tendances dans le positif et dans le négatif, quelles sont par exemple les émotions qui ont été ressenties. Et donc ça nous permet de passer d'un discours qui était complètement subjectif, personnel, qualitatif, à des choses qui sont complètement quantitatives et statistiques. Et derrière ça, on va avoir la possibilité de mener des études statistiques, mais des vraies études statistiques, pas les études de sondage qu'on présente sur TF1. Et donc du coup, ouais, c'est un peu gratuit pour TF1. Il n'y a personne de TF1 ici ? Et typiquement, on va pouvoir mettre en place, mais je vous aime aussi s'il y a quelqu'un de TF1, on va pouvoir mettre en place des méthodes statistiques pour le recrutement. Ce qu'on sait par exemple, je disais au départ qu'il faut 30 utilisateurs, que c'est compliqué, que c'est long. Ce qu'on sait, c'est que statistiquement, pour des problèmes dont on estime qu'ils ont une découvrabilité moyenne, c'est-à-dire en gros, on peut les découvrir si on cherche un tout petit peu, à partir de 7 à 8 utilisateurs, on a une probabilité très importante de découvrir 85% des problèmes. 7 utilisateurs, on découvre 85% des problèmes. Alors c'est une probabilité, c'est-à-dire que vous aurez des groupes où vous en découvrirez beaucoup moins et vous aurez des groupes où vous en découvrirez beaucoup plus. Mais de la même façon que quand vous dansez une pièce en l'air, vous n'avez pas 50% de chance qu'elle tombe de chaque côté. C'est des probabilités. Par contre, ce qu'on sait, c'est que à partir de 20 sujets, là pour le coup, on est absolument certain de détecter au moins 80% des problèmes. Et là, pour le coup, c'est à la fois des probabilités qu'ils disent et c'est des statistiques. C'est-à-dire qu'en répétant sur des centaines d'échantillons, on se rend compte qu'on a minimum 80% des problèmes qui sont détectés. Donc, c'est-à-dire que si on veut faire les choses de manière très itérative, on met en place une méthode de ce type-là et on va voir peu d'utilisateurs très souvent sur des méthodes qui sont peu lourdes, assez peu complexe, moins robuste, mais on itère souvent et on détecte des choses. Si on n'a pas la possibilité de le faire, ben, il suffit d'aller voir une vingtaine de personnes et on détecte 4 problèmes sur 5. Et puis une fois qu'on a mené les tests, ben, on mène de vraies analyses. Et alors ça, c'est le problème typique que nous, on observe aujourd'hui dans la façon que les analyses sont menées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand nous, on assiste à des présentations, on nous dit, on a mené des tests sur nos maquettes, on a 2 versions, la maquette A, la maquette B. Ça, c'est un indice de satisfaction. Bon, dans le meilleur des cas, il est validé, mais dans le pire, on ne sait pas du tout ce que c'est. Et on nous dit, non mais la maquette A, il n'y a aucun doute, hein, elle est vachement mieux que la maquette B. On a 4,58, l'autre, elle est qu'à 4,48, il n'y a aucun doute, quoi. N'empêche que si ça se trouve, si on regarde les données sont peut-être réparties comme ça. Si ça se trouve, on a 2 utilisateurs qui étaient hyper contents de la maquette A qui ont mis 10, et tous les autres qui ont dit que c'était vraiment pourri et qui ont mis 1. Et sur la maquette B, tous les utilisateurs trouvent que c'est pas si mal. Et à ce moment-là, on n'est plus du tout capable de dire la même chose qu'ici. On n'est plus du tout capable de dire si la maquette A est bien mieux que la maquette B. Plus du tout, pour le coup. Et donc, ce que ça signifie, c'est que mener des analyses dites descriptives, où on va uniquement regarder la moyenne des données, comme je vous le présentais sur la première slide, ça n'a aucun sens. Ça n'a non seulement aucun sens, mais ça n'a aucune puissance en termes de prise de décision derrière. Ça ne sert à rien factuellement. Par contre, ce qu'on peut faire, alors ça sert à présenter des graphes qui vont faire plaisir aux décideurs. Par contre, ce qu'on peut faire derrière, c'est mettre en place ce qu'on appelle des statistiques inférentielles. C'est-à-dire qu'on pose des hypothèses, on se dit telle version est plus puissante que telle autre version, et on va essayer de tirer parti du fait qu'on a des échantillons qui sont faibles, on a des lois probabilistes qui existent et qui vont nous permettre de faire des généralisations. Et donc, c'est ce qu'on appelle les statistiques inférentielles, c'est on va faire des prédictions à partir des petits résultats qu'on a pour essayer de déterminer des choses qui sont plus grandes. Voilà. Essayer de prendre en compte à la fois la moyenne, mais aussi la variabilité dans l'échantillon, le fait que l'échantillon peut être très dispersé, et donc on va regarder toutes ces choses-là pour ne pas s'en tenir uniquement à une valeur moyenne ou une valeur médiane qui n'aurait pas grand sens par rapport à ce qu'on souhaite faire. Ça va nous permettre derrière de faire des choix éclairés, c'est-à-dire que dans la littérature scientifique, il y a plein de réponses. Alors c'est pas le sac de Mary Poppins non plus, mais il y a plein de réponses. Si on se demande si on doit travailler l'esthétique de l'application parce qu'on a une version qui marche déjà pas si mal, et ben ce qu'on voit, c'est que dans la littérature, il y a au moins 2 papiers qui disent que ce qui est beau semble plus utilisable et plus efficace. Ça ne veut pas dire que ça l'est, ça veut dire que ça semble. Donc on améliore l'expérience utilisateur en améliorant l'esthétique. Si on se pose la question de est-ce que je dois utiliser le rouge pour suggérer le risque et le bleu pour induire du calme, ben la littérature nous dit que c'est complètement culturel et que si vous faites ça pour des Français, ça marchera très bien. Si vous faites ça pour des Papous, ça marchera nettement moins. Pas sûr qu'ils aient des smartphones, cela dit. Et enfin, le dernier point qui était très important à mon sens, c'est
la science c'est bien, mais il faut avoir du recul. C'est un moyen, c'est en aucun cas un argument, sauf quand j'ai raison. Si je vous montre par exemple ces deux courbes et que je fais un test statistique, ce que ça nous dit, c'est que j'ai une corrélation de 98% entre les deux courbes. Et donc ce que ça me dit, c'est que les bornes d'arcade sont liées à 98% avec le fait qu'il y a des doctorats en informatique aux États-Unis. Ça nous dit aussi de la même façon que le pourcentage de divorces dans le Maine est directement lié à la consommation individuelle de margarine. Si je vous présente ce graphe, vous voyez un truc qui est très compliqué. Il y a un papier qui est extrêmement sérieux qui est sorti en 2005 sur la question. C'est ce qu'on appelle un attracteur de Lorentz. Et c'est un modèle mathématique qui explique le nombre d'émotions positives qu'on devrait avoir par rapport aux émotions négatives pour rester sur une note positive. Comme vous voyez, il y a quasiment 2000 personnes qui l'ont cité. Et ça a été beaucoup utilisé, en particulier il y a 2-3 ans, par Android, l'équipe Android, je crois que c'était KitKat à l'époque, qui l'avait utilisé pour justifier le fait que pour chaque point négatif sur l'interface, il fallait qu'il y ait un point positif. Voilà. Il fallait qu'il y ait 3 points positifs, pardon. Il y a des chercheurs qui se sont intéressés à ça et qui se sont rendus compte qu'en fait, ce n'était pas 3, c'était 2,9013. Ils se sont dit, quand on parle de facteurs humains et de gens, avoir des valeurs comme ça avec 4 chiffres derrière la virgule, c'est toujours un peu chelou. Et donc, du coup, ils sont allés au bout de la présentation et puis ils ont monté un papier derrière. Et puis, c'est un truc qui aurait pu rentrer dans ce fameux essai qui s'appelle Unbullshit. Et du coup, ils ont fait ce papier qui s'appelle The Complex Dynamics of Wishful Thinking. Donc, le fait qu'on veuille très fort que quelque chose marche, ben, c'est très puissant. Et le résumé, alors je ne vous fais pas lire le résumé dans son ensemble, hein, vous voyez, c'est très formel, c'est le monde académique. Le monde académique, c'est très policé. Et donc, du coup, ce qu'ils disent, c'est il n'y a absolument aucune justification théorique ou empirique que ces équations contiennent de nombreuses erreurs fondamentales, conceptuelles et mathématiques. Et que, bon, globalement, c'est pourri. Hein. Ce qui, dans le domaine académique, revient à un Mawashigeri coup de pied retourné. Tout le monde ne le fait pas, ça. Bref, tout ça pour dire, c'est presque terminé. Nous, aujourd'hui, on a un tout dernier problème, parce qu'on voit bien que quand on discute avec les clients, ils se rendent bien compte qu'il y a quand même une plus-value à essayer de faire les choses de manière plus carrée. Le dernier problème, c'est quand on discute avec le monde académique aujourd'hui. Alors on dit, on est super content, nous on utilise nos connaissances scientifiques pour offrir de meilleurs services en expérience utilisateur, c'est chouette, machin, tout ça. Et ils nous répondent, mais c'est pas de la recherche. Et du coup, on leur répond, eh ben tant pis, nous on est contents, c'est pas de la recherche, c'est peut-être juste de la science, et du coup, nous on utilise nos connaissances scientifiques pour offrir de meilleurs services. C'est pas de la recherche, c'est parfois un peu de science. Bref, tout ça pour dire... Notre route est droite, mais la pente est forte, pour citer un penseur connu. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Je crois qu'on a 3 minutes. C'est la première question la plus difficile. Après, vous allez voir, ça devient un vrai plaisir. Ah, il y a un monsieur qui a une question en plus. Ouh! Merci pour la présentation. Quelle différence en fait entre ta démarche et du Lean Startup en fait, qui présente un peu les mêmes arguments scientifiques, unitaires, etc. Alors, à mon sens, pour moi, la démarche, c'est pas une démarche qui se veut ni formelle ni formalisée, hein, pour le coup, à la différence probablement du Lean Startup. Le côté itératif, on le retrouve pas que dans le Lean Startup, hein, on le trouve dans la démarche Design Thinking en général. Je pense que la vraie différence par rapport à ça, c'est aujourd'hui le réflexe d'aller chercher d'abord dans la littérature, aller chercher des choses qui ont été validées, mettre en place des méthodes qui relèvent de protocoles scientifiques plutôt qu'un simple recours à l'expertise individuelle. Moi, je sais aujourd'hui que j'ai beau pratiquer le métier depuis quelques années maintenant,
temps et avoir vu beaucoup d'utilisateurs, avoir mis beaucoup de choses en place pour essayer de prendre des décisions qui soient éclairées. Quand je ne vais pas voir les utilisateurs, je prends de mauvaises décisions. Quand je vais voir les utilisateurs de manière trop anarchique, je récupère des données qui sont difficiles à exploiter. Et du coup, ce que je constate, mais c'est empirique pour le coup, c'est que quand je mets en place des protocoles qui sont plus carrés, qui croisent les mesures, même si ça reste des méthodes qui éventuellement peuvent relever du guérilla, c'est-à-dire des échantillons faibles dans des environnements qui sont mal maîtrisés, j'obtiens de la donnée qui est plus utilisable, plus efficace pour prendre des décisions derrière. Donc ce qui est certain, c'est que ça se rapproche sur les idées d'itération, ça se rapproche forcément de tout ça. Et en l'occurrence, je pense que le Lean Startup s'inspire des méthodes itératives en raccourcissant très fortement les durées de cycle. Ça répond à la question ? Ouais, nickel, merci. Une petite deuxième question pour me faire plaisir ? Je suis hyper sympa. Bonjour. Du coup, là, vous avez beaucoup présenté, on a beaucoup parlé de produits existants, d'applications existantes. Est-ce qu'il y a des choses, des méthodes, des approches qu'on peut avoir sur un nouveau produit, un nouveau projet qui pourraient permettre en amont de faire les choses bien ? De toute façon, toutes les méthodes qui relèvent des entretiens, enfin les méthodes d'idéation au sens large, que ce soit les entretiens, les observations, c'est des méthodes qui permettent de faire émerger de nouvelles idées, de concevoir, voire de co-concevoir. Du coup, la méthode traditionnelle qu'on observe pour du brainstorming, du focus group, c'est juste de faire émerger de l'idée. Là, ce qu'on voit, c'est que si on regarde dans la littérature scientifique, on a la possibilité d'aller un petit peu plus loin dans de la segmentation des propos, par exemple, aller chercher, faire émerger des domaines de besoins. Ce dont je parlais, là, les méthodes qui permettent de passer du discours à des analyses statistiques, des analyses quantitatives, ça permet de faire ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on va croiser les discours d'énormément d'utilisateurs qu'on a été soit observés, et annotés nous, soit avec qui on a des discussions. Et après, on fait mouliner donc, les algorithmes de classification statistique et ça fait émerger des pôles de besoins. Alors, de besoin ou pas, c'est la magie des statistiques, de temps en temps il y a des choses qui émergent et d'autres pas, mais du coup ça va permettre de vérifier qu'on a une convergence des besoins dans la population. Ça permet, à mon sens, mais je peux me tromper, de lisser la subjectivité qu'on retrouve chez tous les utilisateurs et qui est inhérente à la question qu'on leur pose, et ma subjectivité à moi quand j'analyse les données, parce que j'ai quand même très envie de faire émerger des choses, donc voilà, je peux avoir tendance, et on va avoir tous tendance à essayer de tordre un peu les choses pour aller dans une direction qui ferait plaisir à notre manager, qui serait plus sexy, enfin voilà, peu importe les raisons. Mais du coup, voilà, on a la possibilité de quantifier les choses, les rendre beaucoup plus objectives à partir du discours lui-même, et donc faire émerger des idées pour créer de nouveaux produits.